Et salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme. Sur cette chaîne, on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et au business. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de la DeFi et de la finance décentralisée. Pour rappel, on avait déjà vaguement abordé ce qu'était la DeFi dans la précédente vidéo, je te mets le lien dans la description. Et le but maintenant, c'est d'aller un peu plus dans le détail. Là aussi, je te propose qu'on bascule rapidement sur mon écran, ce sera plus simple. Avant de parler de la finance décentralisée, donc de la DeFi, on va rapidement parler des systèmes centralisés pour bien comprendre où sont les différences. Donc l'un des acteurs du système centralisé qu'on connaît bien, ce sont bien les banques. Les banques te permettent de faire un certain nombre de choses, elles te permettent d'avoir un compte sur lequel tu peux te faire ton virement de salaire à la fin du mois. Ce salaire, en théorie, tu en disposes comme tu veux, bien qu'en réalité ce ne soit pas le cas, on l'a d'ailleurs vu dans une des premières vidéos que j'ai faites, mais en théorie, avec cet argent que tu as maintenant sur ton compte, tu peux faire des choses, tu peux en mettre en épargne, ou alors tu peux aussi l'investir. Il existe évidemment plein de manières d'investir, mais juste pour te citer deux exemples, on va essayer par exemple de parler de la bourse, ou encore de l'immobilier. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, on va prendre le cas de figure où toi, tu es un épargnant, tu as un petit peu d'argent de côté, mais tu aimerais investir dans l'immobilier. Tu as une certaine épargne, on vient de le dire, mais par contre, tu n'as pas assez d'épargne pour pouvoir acheter le bien immobilier dans son intégralité, donc il te faut un prêt. On va donc dire que toi, tu es la personne A, et tu as besoin d'un montant de 100 000 € pour acheter ton bien immobilier. Donc pour faire ton prêt, tu vas passer par une banque. Et la banque, si elle accepte ta demande de prêt, elle va effectivement te filer 100 000 € qui seront versés sur ton compte. Mais par contre, ces 100 000 €, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, en théorie. Maintenant, de l'autre côté de la barrière, tu as d'autres personnes, on va les appeler les personnes B, personne C et personne D. Et chacune de ces personnes a de l'argent sur son compte bancaire. Et on va dire, pour simplifier, que l'ensemble des fonds déposés sur les trois comptes, ça correspond à 100 000 €. Donc ça fait exactement le montant du prêt dont tu as besoin. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si toi tu as une épargne et que tu mets ton argent à la banque, et bien la banque elle est susceptible de s'en servir pour faire des prêts à d'autres personnes. Tu seras certainement d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire un prêt à hauteur de 100 000 €, c'est, on va dire, très très compliqué de le faire, on va dire, de particulier à particulier. Donc, généralement, dans la grande majorité des cas, pour faire un prêt de ce montant-là, ou plus encore, tu dois passer par un système bancaire qui, lui, justement, fait le lien entre les personnes qui ont de l'épargne et les personnes qui ont besoin d'un prêt. Bon, ça c'est assez simple, c'est classique, on le connaît tous, mais maintenant ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est toujours dans un système qui est centralisé. Donc si toi, pour une raison X ou Y, tu n'as même pas accès à ce système centralisé-là, tu n'as pas accès à toutes ces possibilités d'investissement et tout ce qui s'ensuit. Pour avoir accès à ce système, c'est une instance centralisée qui te dit oui ou non, je te donne accès ou pas. Et maintenant qu'on a vu les systèmes centralisés, on va justement voir l'inverse, à savoir les systèmes décentralisés. Je te fais le petit rappel, on l'avait vu la dernière fois, mais ce qui rend possible un système financier décentralisé, ce sont les smart contracts. Et je te mettrai le lien de la vidéo où on en parle dans la description. Donc il y a déjà une chose qui est fondamentalement différente par rapport à la finance centralisée, c'est qu'ici, pour avoir accès à la finance décentralisée, il te suffit simplement d'avoir une connexion Internet. C'est tout ce qu'il te faut, il n'y a personne qui puisse t'interdire d'avoir accès au système comme dans la finance centralisée avec les banques. Dans le jargon, on appelle ça le permissionless, qui veut dire que justement tu n'as pas besoin de permission de qui que ce soit pour rentrer dans le système. Et gardons en tête que c'est aussi un système qui est accessible H24, pas comme les banques qui sont fermées le week-end ou les virements ne se passent pas le lundi et tout ça, c'est vraiment accessible H24. On a un système qui est complètement transparent, donc c'est vraiment l'opposé de l'opacité telle qu'on a pu l'avoir dans le système centralisé. Et le système, au final, il te permet de faire exactement les mêmes choses que le système centralisé, comme par exemple avoir une épargne, ou encore faire des investissements. On va d'ailleurs reprendre l'exemple du prêt qu'on avait vu juste au-dessus dans le système centralisé, et on va maintenant le transposer au système décentralisé. Donc on va dire que de nouveau, toi, tu es la personne A, et cette fois-ci, pareil, il y a en face la personne B, C et D, et tu as besoin de 100 000 €, et l'épargne cumulée des personnes B, C et D est de 100 kg euros.
Et ce sont des personnes qui ont envie de placer leur argent pour avoir un certain taux d'intérêt dessus, mais sans vouloir prendre de grands risques. Donc là où auparavant tu étais obligé de passer par un système bancaire, là tu n'es plus obligé de passer par ce système bancaire. Là tu peux directement faire une transaction entre la personne A et les personnes B, C et D via ce qu'on appelle du coup un smart contract qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Et maintenant, je te vois arriver, et d'ailleurs à juste titre, parce que tu vas me poser la question, mais comment est-ce qu'on fait pour être sûr que la personne qui emprunte de l'argent va aussi réellement rembourser la somme? Pour expliquer la notion de prêt et de smart contract, cette fois-ci, on va prendre une situation un peu différente de la précédente, c'est-à-dire que là, on va faire l'exemple d'une personne qui détient un bitcoin et qui veut s'acheter une voiture. Au moment où je te parle, donc début mai 2023, le prix du bitcoin, il est à peu près à 30 000 $. Et cette personne se dit, ben moi j'aimerais bien acheter une voiture d'une valeur de 30 000 $. Donc maintenant, il a plusieurs possibilités, il a plusieurs choix. Donc il a un bitcoin, et maintenant qu'est-ce qu'il peut en faire? Il peut soit, on va dire, le vendre, et du coup il encaisse 30 000 $, et avec ces 30 000 $, il s'achète sa voiture. C'est une possibilité, mais gardons en tête que s'il a fait de la plus-value sur les 30 000 $, eh bien, il va certainement devoir payer des taxes. Donc avec ça, il ne pourra plus s'acheter une voiture à 30 000 $, mais juste pour faire un exemple, plus qu'à 20 000 $, parce que les taxes sont passées par là. C'est une possibilité tout à fait honnête, hein, ça existe, c'est possible. Maintenant, à chacun de voir si ça lui semble pertinent ou pas. Maintenant, il y a une deuxième possibilité qui consiste à garder le Bitcoin. Admettons maintenant que cette personne-là, elle est convaincue que le Bitcoin, un jour, il va valoir plus de 30 000 $. Donc forcément, quelque part, elle n'a pas du tout envie de se séparer du Bitcoin parce que la personne sait que le Bitcoin va valoir plus dans le futur qu'il ne vaut aujourd'hui. En tout cas, elle pense. Dans ce cas-là, ce que la personne va faire, c'est qu'elle va faire un prêt à hauteur de 30 000 $. Et elle va mettre son Bitcoin en collatéral, ce qu'on appelle. Ici, sur le principe, c'est très très similaire à ce qu'on a pu voir auparavant. Tu as en face des personnes B, C et D qui veulent faire quelque chose de leur argent et de le prêter à quelqu'un et en retour obtenir un taux d'intérêt qui fait fructifier leur capital. Donc ces personnes-là vont effectivement prêter ces 30 000 $, mais par contre, le prêt, il est garanti par le collatéral du Bitcoin. Donc il y a effectivement toutes les semaines ou tous les mois un petit montant des 30 000 qui est remboursé à la personne B, C et D. Et si jamais la personne qui a fait le prêt des 30 000 commence à ne pas rembourser, eh bien, il y a justement toujours le collatéral qui est garanti par le smart contract. Et si jamais il s'avère que la personne vraiment arrête de payer ses mensualités, eh bien, c'est le collatéral qui est pris et qui est intégralement reversé à la personne B, C et D, ou en tout cas à la hauteur de ce que la personne B, C et D aurait dû recevoir en temps normal. Donc concrètement, admettons que la personne B, à la fin, elle aura dû recevoir 10 000 €. Et ben, si jamais la personne qui a fait le prêt ne rembourse pas ces 10 000 €, et ben, ces 10 000 € seront quand même garantis par le collatéral. Donc cette fois-ci, il ne les recevra pas en US dollars, mais en Bitcoin. Le Bitcoin, du coup, qu'il pourra vendre s'il le veut immédiatement pour justement récupérer ces 10 000 $ qui lui sont dus. Donc ça, c'était vraiment une toute petite parenthèse pour montrer qu'il peut tout à fait bien exister des systèmes de prêts sans avoir à passer par des banques et des prêts qui sont faits de manière décentralisée. Donc là, on a vu en particulier cette histoire de prêt, mais dans les investissements, tu peux tout aussi bien faire des investissements en bourse, entre guillemets. Et dans la sphère crypto, il existe ce qu'on appelle des échangeurs qui te permettent justement de spéculer sur des projets dans la crypto. Et je vais mettre ça entre gros guillemets, mais ce serait ici l'équivalent de la bourse en cryptosphère. Tout comme sur la bourse, tu spécules sur la performance d'une société, et ben, sur un échangeur, tu peux spéculer sur la performance d'un projet dans la cryptosphère. Petite parenthèse, et tu l'avais peut-être déjà même déduit toi tout seul, mais la DeFi, elle permet aussi à des projets ou à des startups de faire des levées de fonds. Là où en tant que particulier dans la finance classique, c'est très très compliqué d'avoir accès à des levées de fonds dans les startups, parce que là aussi, il faut rentrer dans des cercles bien privés, bien fermés. Dans la finance décentralisée, tu as tout de suite accès à ce genre de levée de fonds et personne ne peut t'en empêcher. Encore une fois, c'est permissionless. Là, j'ouvre un petit peu le scope, mais imagine ce que ça représente pour des personnes qui jusque-là n'avaient pas accès à aucun système financier. Imagine maintenant, on parle des personnes qui sont au fin fond de l'Afrique, quelque part en Asie, en Amérique latine, en Amérique centrale,
Donc là, je te parle de certains pays où il y a parfois beaucoup de pauvreté, il y a énormément de personnes qui n'ont jamais eu accès au système bancaire. Et donc maintenant, imagine la valeur que ça représente. Parce que d'un coup, non seulement les personnes ont accès à un système bancaire, mais en plus de ça, maintenant, ces personnes-là pourraient en théorie créer des projets et faire des appels de fonds dans le monde entier. Si tu es entrepreneur dans un pays où il n'y a aucun investissement, c'est parfois très très compliqué d'entreprendre. Et maintenant, rien qu'avec une connexion Internet en passant par la finance décentralisée, tu as accès au monde entier et donc en théorie, des personnes du monde entier peuvent maintenant participer au succès de ton entreprise. Il faut vraiment que tu te rendes compte de la valeur que ça représente pour ces personnes-là. Bon, là je t'ai un peu résumé le côté positif de la finance décentralisée, mais évidemment, il faut faire attention parce que c'est une technologie qui est encore jeune, donc il y a aussi des risques. Déjà, il y a des risques dans les smart contracts en soi, si quelqu'un ne l'a pas programmé correctement. Il y a aussi énormément d'arnaques qui circulent. Enfin bon, la technologie permet de faire plein de choses, mais vu que c'est encore relativement jeune, il y a encore des aspects sécuritaires qui seront développés dans le futur. Ça, il faut bien le garder en tête. Comme d'habitude, on fait un petit résumé pour montrer qu'au final, entre les systèmes centralisés et les systèmes décentralisés, tu pouvais faire à peu près les mêmes choses. Dans les deux cas de figure, tu pouvais avoir une épargne. Dans les deux cas de figure, tu pouvais faire des investissements. Par contre, la grosse différence, c'est que dans un des cas, tu as des organes centralisés qui peuvent te dire non, 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 tu n'as pas accès au système. Et dans un deuxième système où il n'y a personne qui peut t'en empêcher. À mon goût, on a parfois tendance à beaucoup trop parler du prix du Bitcoin qui fluctue. Bon, c'est important, c'est intéressant, c'est sûr, mais il faut vraiment comprendre quelle est la valeur de tout ce système-là pour énormément de personnes. On est en train de vivre une révolution financière et pour moi, il n'y a pas d'autre mot que ça. Et maintenant que tu as compris ce qu'était la DeFi, est-ce que tu penses que c'est pas normal que le système bancaire classique, il ait peur? Mais maintenant que tu comprends ça, mais évidemment qu'il n'y a aucune banque qui va parler de manière positive des cryptos, évidemment. Parce que les banques sont tout à fait conscientes du fait que le système décentralisé de la finance peut vraiment faire une énorme concurrence au système bancaire traditionnel. Donc voilà ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose. S'il y a des questions ou des points qui ne sont pas clairs, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et comme d'habitude, tu sais comment ça fonctionne, le pouce bleu, l'abonnement, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Merci beaucoup et je te dis à la prochaine.